Bonsoir à tous. Excusez-moi pour le petit problème technique qu'il y a eu juste à l'instant. Donc, je voulais vous remercier d'être restés après le magnifique cours de Françoise Combe. Et j'en profite aussi pour la remercier très sincèrement de m'avoir invitée pour parler d'un sujet qui m'intéresse depuis plus de 20 ans maintenant, qui sont les noyaux actifs des galaxies et un domaine que j'apprécie particulièrement, qui sont les rayons X. Donc, on va redescendre un peu en énergie par rapport à ce qu'a montré Françoise avec les gamma. Mais vous allez voir que les rayons X aussi sont extrêmement intéressants à étudier. Alors, au sommaire de cette conférence, je vais commencer par une très brève introduction sur les trous noirs supermassifs. Ensuite, je vous parlerai des noyaux actifs de galaxies, AGN, qui veut dire Active Galactic Nuclei, avec les phénomènes d'accrétion, sous la forme de disques d'accrétion, et les éjections, comme on l'a vu très en détail avec Françoise via Léger, mais aussi il y a des vents relativistes qui se créent au niveau des noyaux actifs de galaxies. Et je terminerai par les trous noirs supermassifs binaires qui ont lieu lors de la fusion de galaxies. Donc voici maintenant l'introduction sur les trous noirs supermassifs. Donc la plupart, voire toutes les galaxies massives possèdent à leur centre un trou noir supermassif de l'ordre de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Ici, vous avez une très jolie image de M81 qui est à peu près à 11,8 millions d'années-lumière de nous, avec un diamètre de 60 années-lumière, en fait, pour la galaxie haute. Ici, vous avez au centre ce qu'on appelle le noyau de la galaxie, qui contient un trou noir de à peu près 60 millions de masses solaires. Et autour, vous avez ce qu'on appelle la galaxie haute, les étoiles, le gaz interstellaire, etc. Alors juste pour avoir l'échelle en fait de ces trous noirs supermassifs, on a ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui a été trouvé par Karl Schwarzschild en 1916 à partir des équations d'Einstein, qui est qu'en deçà de ce rayon, de GM, c'est la constante gravitationnelle, la masse et C2, la vitesse de la libération d'une particule ou d'un objet devient supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, ce qui veut dire qu'aucun rayon lumineux ne peut s'échapper de cet objet. Alors, prenons une masse d'une masse solaire. Alors, le Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg. Donc, c'est déjà un objet assez massif. Et afin d'avoir cet horizon des événements, que rien ne s'échappe, en fait, il faudrait condenser en fait 2 10 puissance 30 kg du Soleil. Donc, le rayon actuel, c'est 700 000 km. Ici, vous devez le compacter en 3 km pour avoir un trou noir. Donc, il faudrait vraiment qu'on le compacte extrêmement pour que plus rien ne s'échappe, en fait, au-delà de ce rayon. Pour un trou noir de masse, par exemple, de 60 millions de masses solaires, lui, là, le rayon est beaucoup plus grand, puisqu'il est en GM sur C carré, et il est de 180 millions de kilomètres. Donc vous voyez les tailles gigantesques entre un trou noir de masse stellaire, qu'on appelle le trou noir masse stellaire, qui sont dus donc à la fin de vie des étoiles massives, et les trous noirs supermassifs qui, eux, ont des rayons de Schwarzschild qui sont extrêmement grands. Donc il y a une relation entre la masse du trou noir supermassif et les propriétés du bulbe de la galaxie. Ça, je sais que François vous en a parlé il y a quelques années à propos de ces propriétés du bulbe de la galaxie haute. Ici, vous avez un graphe qui montre la masse du trou noir en fonction de la masse du bulbe central de la galaxie. Ici, en jaune, et en noir, ici, vous avez bien sûr vue d'artiste du trou noir supermassif. Et il y a une relation entre la masse du bulbe de la galaxie, plus il est massif et plus le trou noir est massif aussi, avec une relation de 0,5% de la masse du bulbe de sa galaxie haute. Ce qui veut dire que pour un petit bulbe, vous avez une petite masse de trou noir supermassif, et plus le bulbe est important, plus la masse du trou noir est importante. Alors 0,5%, c'est une moyenne parce que ça peut être entre 0,1 et 1%. Il y a une dispersion. Mais il y a également des corrélations avec la dispersion de vitesse des étoiles, la luminosité du bulbe de la galaxie haute. Donc vous voyez qu'en fait, la masse du trou noir, elle est corrélée à la fois à la masse du bulbe, à la vitesse de dispersion des étoiles dans le bulbe et aussi à la luminosité du bulbe. Donc il y a un lien très étroit entre le trou noir supermassif et le bulbe de leur galaxie haute.
Donc ça montre qu'il y a certainement des liens très forts entre leur formation et ou leur évolution entre le trou noir supermassif et la galaxie haute. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les phénomènes de rétroaction entre le trou noir supermassif et leur galaxie haute, comment ils ont coévolué au fur et à mesure de l'histoire de l'univers. Et il y a aussi un autre phénomène qui est extrêmement important, qui est la fusion de galaxies. Donc il y a une existence de trous noirs supermassifs dans l'univers proche et très lointain, puisque toutes les galaxies massives possèdent en leur centre un trou noir supermassif. Vous avez Sagittarius A étoile, qui est en fait notre trou noir supermassif au centre de notre galaxie, qui lui est à 4 millions de masses solaires. Donc c'est un petit trou noir supermassif. Il n'est pas très, très massif. Il est situé donc à 26 années-lumière de nous, ce qui correspond dans le jargon astrophysique à 8 kg par sec. Il est inactif actuellement, mais il présente des éruptions quasi quotidiennes qui proviennent en infrarouge et en rayons X. Vous en saurez plus la semaine prochaine à propos de ce sujet. Et il y a aussi des trous noirs supermassifs qui sont extrêmement lointains. Il y a justement cet objet-là, qui est différent de celui que vous a montré tout à l'heure Françoise, qui lui est à 7,642 redshift, ce qui correspond à un âge de 670 millions d'années juste après le Big Bang. Donc vous voyez que c'est extrêmement récent après le Big Bang, et sa masse, elle est colossale, elle est de 1,6 milliard de masse solaire. Donc on pourrait appeler ça un hypermassif, un trou noir hypermassif qui s'est formé en extrêmement peu de temps, seulement 670 millions d'années après le Big Bang. Il n'est pas le seul, il y a à peu près 200 quasars à ce jour qui ont été découverts à un redshift de plus de 6, donc c'est à peu près 1 milliard d'années-lumière après le Big Bang. Et donc ça montre qu'il y a des trous noirs supermassifs à hypermassifs qui sont formés quand l'univers était extrêmement jeune. Les noyaux de galaxies sont dits actifs, c'est ce qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies, ou inactifs, par exemple notre galaxie actuellement. Donc voici maintenant la deuxième partie qui est sur les noyaux actifs de galaxies. Ici, vous avez très, très schématiquement une galaxie avec le centre ici et ce qu'on va appeler le disque d'accrétion. Alors comment on en est arrivé là? Ce sont des galaxies qui possèdent une source phénoménale, qui émettent une source phénoménale d'énergie, quantité phénoménale d'énergie par rapport à leur galaxie haute, qui peut être de 10 à 1000 fois celle de l'ensemble de la galaxie haute. Sur l'ensemble du spectre électromagnétique, c'est-à-dire en intégrant des radios jusqu'aux rayons gamma, on a ce qu'on appelle des luminosités bolométriques qui sont de l'ordre de quelques 10 puissance 42 à quelques 10 puissance 47 erg par seconde. Juste pour avoir quelque chose qui nous est un peu plus parlant, ce sont les watts. Un erg par seconde, c'est 10 puissance 7 watts, moins 7 watts. Ce qui veut dire qu'en fait, la luminosité bolométrique des noyaux actifs de galaxies est quelques 10 puissance 35 à quelques 10 puissance 42 watts. En remettant ça par rapport à un réacteur nucléaire à 10 puissance 10 watts, vous voyez l'échelle par rapport d'énergie qui est en fait émise par les trous noirs, autour des trous noirs supermassifs. Il y a également une très grande quantité d'énergie, de photons en rayons X qui sont émis, qui sont de quelques 10 puissance 41 à quelques 10 puissance 46 erg. C'est à peu près 10% de la luminosité bolométrique des noyaux actifs de la galaxie. Donc, vous avez une quantité phénoménale d'énergie, et en plus, grâce à la variabilité, on a pu en déterminer que c'était des régions extrêmement compactes. Donc, afin d'expliquer à la fois des quantités phénoménales d'énergie, plus dans des régions extrêmement compactes, on en a déduit qu'en fait, c'était l'accrétion d'une grande quantité de matière autour d'un trou noir supermassif sous forme de ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Ici, vous avez une vue d'artiste avec le trou noir et le disque d'accrétion juste autour. Alors, l'efficacité de la conversion de la matière en énergie autour d'un trou noir, elle est extrêmement efficace. C'est-à-dire, elle va de 6% pour un trou noir qui n'est pas en rotation, jusqu'à 40% pour un trou noir en rotation maximale. Et vous voyez que par rapport à la fusion nucléaire des étoiles, c'est extrêmement élevé, parce que c'est que de 0,7 pour la fusion nucléaire des étoiles. Donc vous voyez que la conversion d'énergie de la matière en énergie autour des trous noirs supermassifs, elle est extrêmement efficace autour des trous noirs supermassifs grâce en fait à cette forme de disque d'accrétion. Alors, l'observation en rayons X, elle va permettre, bien entendu, de regarder les propriétés
de la matière autour du trou noir supermassif, la matière qui est attirée, celle qui va être engloutie par le trou noir supermassif, mais également celle qui est éjectée et qui, elle, ne va pas être engloutie par le trou noir supermassif. Donc c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'accrétion et d'éjection sous forme de jets, comme l'a montré tout à l'heure Françoise, et également de vents relativistes. Je vais vous montrer quelques exemples juste après. Il y a ce qu'on appelle aussi les phénomènes de rétroaction, plus communément appelés feedback, entre le trou noir supermassif et ses galaxies hautes. Je vais aussi détailler ce phénomène juste après. Non seulement on peut étudier donc, la matière autour des trous noirs supermassifs en rayons X, mais également on peut déterminer l'une de ces deux caractéristiques, il y a la masse et le moment cinétique, qui est appelé spin du trou noir supermassif. Et le spin, comme on va le voir tout à l'heure, le moment cinétique, nous indique à des signatures de comment s'est fait l'évolution des trous noirs supermassifs par la fusion de galaxies, mais également le mode d'accrétion du trou noir au cours de son histoire. Est-ce que le mode d'accrétion est chaotique ou est-ce qu'il a été continu durant son histoire? Donc on voit l'importance de l'étude des trous noirs supermassifs pour comprendre l'évolution des galaxies et plus généralement celle de notre univers. Donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples de phénomènes d'accrétion qui permettent de comprendre la croissance des trous noirs supermassifs et l'évolution des galaxies. Excusez-moi. Donc ici, vous avez le disque d'accrétion, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et la température thermique d'un disque d'accrétion, elle est proportionnelle à la masse du trou noir, au rayon, c'est-à-dire où la matière se situe par rapport au trou noir, et à son taux d'accrétion. Par exemple, pour un trou noir de 10 masses solaires, la température interne thermique du trou noir, elle est de 10 puissance 7 Kelvin, ce qui correspond aux rayons X. Par contre, pour un trou noir de, par exemple, 10 puissance 8 masses solaires, sa température n'est de que 10 puissance 5 Kelvin, de 10 puissance 5 Kelvin, puisque c'est en puissance de moins un quart. Donc ça veut dire que les parties internes du disque d'accrétion émettent en UV. Or, on sait que les AGN émettent des quantités phénoménales de photons en rayons X. Donc il a été proposé qu'il existe une couronne chaude dont on a déterminé la température à peu près à 50 kV, ce qui correspond à des températures de 600 millions de Kelvin, mais sa géométrie est inconnue. Alors il y a énormément de géométries qui sont proposées. Là, je vous montre en fait les deux principales qui sont plus communément admises dans la communauté astrophysique. Ici, vous avez le trou noir supermassif. Bon, tout ça, évidemment, extrêmement n'est pas du tout à l'échelle et juste très schématique. Vous avez le disque d'accrétion coupé par la tranche, en fait, vous voyez par la tranche. Et vous avez ici ce qu'on appelle une couronne en lampe-poste, qui veut dire lampadaire. Donc, en fait, certains supposent qu'en fait, il y a une couronne chaude qui se situe au-dessus du trou noir supermassif, qui pourrait être d'ailleurs la base d'un jet, qui serait pas complètement formé, mais la base d'un jet, surtout pour les Seyfert, qui émettent très peu en radio. Et donc, vous avez en fait ce qu'on appelle la réflexion relativiste. Les photons qui sont émis par la couronne chaude vont être réfléchis sur le disque et ça va créer aussi ce qu'on appelle la réflexion relativiste. Je vais vous en parler juste après. La deuxième géométrie qui est communément admise, c'est en fait que la couronne, elle prend en sandwich le disque d'accrétion. Vous voyez ici ce qu'on appelle donc la couronne en sandwich, ici, qui vraiment est au-dessus et en dessous du disque et vraiment au niveau du disque. Mais il y a plein de géométries en fait, qui sont proposées dans la littérature, mais là, c'est vraiment les deux principales. Alors, en quoi le moment de connaître le moment cinétique d'un trou noir supermassif est intéressant? Parce que, en fait, la mesure du moment cinétique, ça décrit en fait l'état général de rotation du trou noir supermassif. Et il a été montré dans des simulations que ça nous apportait des informations extrêmement importantes. En fait, en regardant sa distribution, ça veut dire la mesure du moment cinétique dans un grand nombre de trous noirs supermassifs, ici d'AGN, nous apporte des informations sur la fusion de galaxies, donc l'évolution des galaxies, également la façon dont la matière a été accrétée autour du trou noir. Est-ce qu'elle s'est faite de façon continue, cohérente, ce qu'on appelle aussi cohérente,
ou alors elle s'est faite de façon chaotique. Ici, vous avez des distributions théoriques de ce qu'on attendrait lors de la fusion de galaxies. Ici, vous avez la distribution des moments cinétiques qui sont en fait de 0 à 1, c'est parce que ça a été renormalisé. Et ici, vous avez la valeur du moment cinétique. Comme vous l'a montré tout à l'heure Françoise, la valeur absolue varie entre 0 et 0,998. 0, c'est quand un trou noir est sans rotation. C'est ce qu'on appelle un trou noir dit de Schwarzschild. Et maximal, quand vous avez 0,998, qui est un trou noir en rotation dit maximal, donc un trou noir de Kerr. Donc, quand vous avez la fusion des galaxies, calculée, qui a été calculée en fait de façon théorique, vous voyez qu'il y a deux pics qu'on attendrait dans sa distribution. Une à très basse moment cinétique, entre 0 et 0,1, et ici un pic entre 0,6 et 0,7. Par contre, si vous ajoutez aussi l'accrétion continue, alors l'accrétion continue, c'est quand elle se fait prograde, comme l'a expliqué tout à l'heure Françoise, c'est quand vous avez que le trou noir et le disque d'accrétion tournent dans le même sens. Donc ça se fait donc de façon prograde et de façon continue. Vous avez ici qu'en fait, vous allez avoir accélération du moment cinétique du trou noir et vous avez que le pic est déplacé vers les moments cinétiques les plus élevés. Donc, en regardant les observations, on trouve une distribution qui est de cet ordre-là, alors ça voudra dire que les trous noirs supermassifs ont un mode d'accrétion durant leur histoire qui est cohérente avec un mode d'accrétion continu. Par contre, dans le cas d'une accrétion chaotique, alors l'accrétion chaotique, c'est-à-dire l'accrétion peut se faire dans un mouvement rétrograde, c'est-à-dire que vous avez que le disque d'accrétion et le trou noir ne tournent pas du tout dans le même sens. Il peut se faire aussi après dans l'autre sens, mais aussi de façon chaotique, c'est-à-dire qu'en plus, il ne peut pas avoir une accrétion continue. Donc, d'où le nom de chaotique pour cette accrétion. Et vous voyez qu'en fait, c'est en vert ici, c'est complètement décalé vers les petits moments cinétiques, parce qu'en fait, ça a tendance à diminuer le moment cinétique, à ralentir la rotation du trou noir. Donc vous voyez qu'en fait, il est très important de déterminer la distribution des moments cinétiques dans les trous noirs supermassifs, parce qu'elle vous indique, bien sûr, qu'il y a la fusion des galaxies, et qui en plus vous donne comment s'est fait l'accrétion durant son histoire des trous noirs supermassifs. Alors comment fait-on en rayons X? Alors on regarde l'impact des effets relativistes sur le spectre en rayons X. Donc ici, vous avez un trou noir et un disque d'accrétion qui n'ont pas le même sens de rotation, donc rétrograde. Ici, vous avez un trou noir qui n'a pas de rotation, donc c'est le trou noir de Schwarzschild. Et ici, vous avez le trou noir de Kerr, où vous avez le moment cinétique maximal. Et en plus, vous avez une rotation prograde de l'accrétion. Et vous voyez ici que la première orbite stable, en fonction donc du spin, de moins 0,998, 0 à 0,998, vous avez qu'en fait, la première orbite stable est d'autant plus proche du trou noir. C'est ce qu'a montré aussi également tout à l'heure Françoise. Donc, plus vous avez de la matière proche du trou noir, et plus les effets relativistes vont être importants. Et ce qui va faire qu'en fait, le spectre en rayons X va être ce qu'on appelle distordu par les effets relativistes. Ici, vous avez très schématiquement un spectre en rayons X avec ce qu'on appelle l'arrêt du fer de fluorescence K-alpha, qui est quand un rayon X éjecte un électron de la couche interne de l'atome de fer et qu'un autre électron de la couche supérieure vient se recombiner sur la couche dont l'électron a été éliminé, et ça crée un photon en rayons X qui est émis. Et ce qu'on appelle la Bose-Compton, en fait, c'est la réflexion en fait, sur le disque d'accrétion. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, au fur et à mesure qu'on se rapproche du trou noir de Kerr, vous avez ce qu'on appelle les distorsions gravitationnelles. Vous avez que la raie du fer et son aile rouge, à basse énergie, elle est complètement décalée vers le rouge parce que les effets relativistes sont extrêmement importants. Donc, vous voyez qu'en regardant les spectres en rayons X et comment ils sont distordus,
on peut déterminer l'impact des effets relativistes et donc déterminer le moment cinétique des trous noirs. Alors ici, je vais vous montrer un exemple d'un objet que j'affectionne particulièrement, qui est Arcarian 120. Ici, vous avez une courbe de lumière qui est avec le satellite Swift en rayons X, mais qui est également observe en UV et dans le visible. Ici, vous avez en fait l'équivalent du flux, c'est des coups par seconde, mais vous pouvez considérer que c'est une sorte de flux en fonction du temps. Et on a vu que cet objet variait sur des petites échelles de temps. Alors ici, vous avez les rayons X en noir, les UV en bleu et le visible en rouge. Et vous voyez qu'en fait, il y a une très, très forte variabilité de cet objet, d'un facteur 2 sur des échelles de temps très rapides. Et donc, on a observé cet objet à deux époques, simultanément à chaque fois avec XMM Newton, qui est un satellite de l'ESA, entre 0,3 et 10 kV, et NuSTAR, entre 3 et 79 kV, ce qui nous a permis d'avoir vraiment une très grande, avoir le spectre entre 0,3 et 79 kV de façon simultanée. Donc on a observé cette source dans l'état bas, et puis aussi également dans l'état haut. L'état bas, ça a été observé en 2013 et l'état haut en 2014. Il y avait un facteur à peu près d'un facteur 2 de luminosité entre les deux observations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré que, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré la géométrie en Lamppost, qui était une sorte de couronne au-dessus du trou noir supermassif. On a montré que pour cet objet, ça ne fonctionnait pas du tout. Le spectre n'était pas du tout modélisable avec cette géométrie-là. Par contre, la couronne en sandwich fonctionnait très bien. Et en tenant compte non seulement des réflexions relativistes, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont en fait la réflexion des rayons X venant de la couronne chaude sur le disque plus froid qui est lui en UV, vous avez en fait une réflexion qui se crée, mais également on a tenu en compte l'énergétique du disque d'accrétion lui-même en UV et en optique. Donc on a combiné tous ces éléments-là et on a montré que l'angle d'inclinaison de ce système était à peu près de 30 degrés, mais de façon plus intéressante, c'est que on a vu un rétrécissement de la couronne entre ces deux périodes, entre 2013 et 2014. Donc, dans le flux bas, au moment où le flux était le plus bas, la couronne était beaucoup plus étalée, avec un rayon de 85 rayons gravitationnels. Là, je vous ai mis, par exemple, pour un trou noir justement de 1,5 10 puissance 8 masse solaire qui est Arcarian 120. Le rayon gravitationnel, c'est 2,2 10 puissance 8 et ça correspond à peu près à 1,5 unité astronomique. Et on voit que, en comparant les spectres et l'énergétique en fait durant ces deux moments, que la couronne était très large durant la première période de flux bas, et pendant le flux haut, il y a une contraction de la couronne. Et ce qui est extrêmement important parce que vraiment le niveau de confiance de variabilité entre de la couronne, du rayon de couronne est extrêmement élevé pour cet objet. Il est passé de 85 Rg à 14 Rg. Donc on essaie quand même de comprendre encore comment en si peu de temps on peut avoir des contractions de couronne aussi importantes. Et grâce aussi à l'énergétique du modèle qu'on a utilisé, on a pu montrer que le moment cinétique était à 0,83. Ce qui correspond à une accrétion continue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, attendez, je vais au malin. Donc, je reviens ici. Donc, 0,83, c'est à peu près ici. Vous voyez, c'est plutôt dans la zone bleue, l'accrétion continue. Bien évidemment, ce n'est pas sur un seul objet qu'on peut déterminer, puisqu'il faut une distribution pour déterminer comment les trous noirs supermassifs ont fait leur mode d'accrétion. Mais maintenant, en regardant le rayonnement en rayons X et la réflexion relativiste et les déformations, pour l'instant, il semble émerger plutôt le scénario de l'accrétion continue. Tout ça est encore à valider parce que c'est parfois ça dépend du modèle qui est utilisé. Donc, mais pour l'instant, ça semble converger vers une accrétion continue des trous noirs supermassifs lors de leur évolution. Donc maintenant, je vais vous parler des phénomènes d'éjection de matière, que sont les jets et les vents, autour des trous noirs supermassifs. Donc comme vous l'a montré juste avant Françoise, les trous noirs ne font pas qu'attirer de la matière, mais aussi elles en éjectent.
En effet, avant de tomber sur le trou noir, une partie de la matière va être éjectée sous forme de jets, qu'on peut voir en radio, en optique et aussi en rayons X. À peu près 10% des galaxies actives sont de très forts émetteurs dans le domaine radio, avec les jets. Ici, vous avez un très bel objet qui a été observé avec le Hubble Space Telescope. Ici, vous avez ici en jaune, en fait, c'est la partie optique. Donc là, c'est la galaxie entière. Et en rose ou magenta, je ne sais pas, ça dépend en fait des personnes, vous avez ici superposé en radio les observations en radio. Donc vous voyez de très beaux jets très collimatés avec de très jolis lobes radio qu'on observe dans cet objet. Il faut savoir que la distance de cet objet, elle est à 2 milliards d'années-lumière, elle est très, très éloignée. Son trou noir est hypermassif. C'est une source radio qui est 1 milliard de fois plus intense que celle du Soleil. Et en plus, c'est une des galaxies les plus brillantes en radio. Et ces jets, là, qui sont magnifiques, ils font 1,5 million d'années-lumière. Enfin, on voit quand même cette éjection colossale d'énergie qui se fait dans ces objets. Je les trouve vraiment magnifiques. Ici, vous avez un autre objet qui s'appelle Pictor A, qui est une galaxie radio de type FR2, comme l'a montré tout à l'heure Françoise, qui sont donc plus énergétiques, qui est à une distance de 460 millions d'années-lumière. Ici, vous avez une image composite, c'est-à-dire qu'on a superposé l'observation radio et l'observation en rayons X. Alors, l'observation en rayons X, elle a été mise en bleu pour qu'on la distingue. Et vous voyez ici le trou noir supermassif et la galaxie haute, et le jet extrêmement bien collimaté en rayons X sur des échelles d'espace extrêmement impressionnantes. Ici, vous avez les hotspots, et ici en rouge, vous avez ces lobes radio magnifiques aussi, avec le jet et le contre-jet. Et la longueur des jets est aussi extrêmement importante, elle est de 300 000 années-lumière pour une masse de trou noir de 600 millions de masses solaires. Donc vous voyez que ce sont des phénomènes qui sont à la fois extrêmement intéressants et aussi, je trouve que c'est extrêmement beau. En fait, l'univers est extrêmement beau. Donc, vous avez les jets, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des éjections sous forme de vent, qui proviennent des régions internes des disques de matière. C'est ce qu'on appelle les ultrafast outflow, des UFOs. Alors, il y a eu un petit jeu de mots avec la façon dont on appelle les OVNI en anglais, qui sont les Unknown Flying Objects. Donc là, il y a eu un petit trait d'humour de celui qui a découvert ça. Donc, on a appelé ça les ultrafast outflows. Et en fait, quand on observe dans la ligne de visée ici, vous avez ce vent qui est éjecté. Et quand vous regardez le spectre, en fonction, donc là c'est dans le référentiel du noyau actif de galaxies, vous avez ces absorptions, ces réabsorptions qui correspondent à des réabsorptions du fer 25 et fer 26. Alors, fer 25 et fer 26, ça veut dire que le fer a 26 électrons. Quand vous avez ce qu'on appelle le fer 25, ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 électrons. Ça veut dire que le milieu est extrêmement ionisé, a été extrêmement ionisé. Et fer 26, il ne reste plus qu'un électron sur l'atome de fer. Donc vous voyez que ce sont des milieux extrêmement ionisés. Et en fait, on les observe à des énergies qui sont bien plus grandes que l'énergie à laquelle ces raies sont normalement dans leur référentiel émises. Elles sont émises vers 7 kV. Là, elles sont observées vers 9 et 10 kV, ce qui montre qu'en fait, elles sont décalées à plus haute énergie. C'est un milieu qui vient vers vous à de très grandes vitesses, des grandes vitesses d'éjection. Et ces éjections sous forme de vent, ils sont observés en rayons X dans 40 à 50% de tous les AGN proches, qu'ils soient radio-quiet, qui émettent très peu en radio, ou même radio-loud, comme on l'a vu tout à l'heure avec les objets qui émettent des jets. Donc c'est vraiment une composante qui est extrêmement commune dans les trous noirs, dans les AGN, et qui a été découverte en fait assez récemment parce qu'il fallait une très bonne sensibilité des détecteurs en rayons X au-delà de 6 kV. C'est pour ça qu'en fait, les premières détections ont été faites il y a une dizaine d'années seulement, et on regarde de plus en plus d'objets pour essayer de détecter ces signatures de vents relativistes qui proviennent des régions internes du disque d'accrétion dans un maximum d'objets.
Mais non seulement ils sont observés dans les AGN proches, mais également dans les AGN lointains, à plus grand décalage cosmologique. Ici, c'est une étude qui a été faite par Georges Chartas, qui a montré que dans son échantillon de 14 AGN avec des Z de 1.4 à 3.9, sachant que le pic, le maximum d'activité des noyaux actifs de galaxies lumineux se fait entre 2 et 3. Donc vous voyez que c'est au pic de l'activité des noyaux actifs de galaxies, donc c'est à des décalages cosmologiques assez importants. On a ces absorptions de raies du fer qui montrent qu'il y a aussi des UFOs, des ultra-fast outflows, ou des éjections ultra rapides, même dans des grands décalages cosmologiques. Donc cette composante de vent relativiste est extrêmement commune dans l'univers proche, mais également dans l'univers lointain. Alors les vitesses de ces vents, elles sont extrêmement importantes. Elles vont de 0.03 à 0.3 la vitesse de la lumière dans le vide, et ça correspond à 9000 à 90 000 km par seconde. Et la luminosité cinétique de ces ultra-fast outflows, elle est de 5 à 10% de la luminosité totale de l'AGN. On a vu que c'est des quantités phénoménales d'énergie, donc même 5 à 10%, c'est extrêmement important. Et donc, toute cette matière et cette énergie peut impacter significativement la galaxie haute. Et c'est là que l'on parle de phénomène de rétroaction, c'est-à-dire que le trou noir attire de la matière, donc accrète, mais aussi éjecte sous forme de vent relativiste. Phénomène de rétroaction entre le trou noir et sa galaxie haute. Donc, cette éjection très importante d'énergie et de matière, elle peut influencer de façon très importante le taux de formation d'étoiles dans la galaxie haute, par exemple en l'inhibant, c'est-à-dire sur son passage, en détruisant des zones où il y aurait pu y avoir des formations d'étoiles. Elle va complètement détruire, par exemple, un nuage moléculaire qui aurait pu, après, faire des régions de formation d'étoiles. Donc tout ceci pourrait expliquer la relation entre la masse des trous noirs supermassifs et la masse du bulbe de leur galaxie haute, puisqu'il y a des phénomènes de rétroaction. Il y a vraiment des interactions qui sont quand même à des échelles spatiales extrêmement importantes, bien au-delà du rayon d'activité du trou noir. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'effectue sur de très grandes échelles spatiales. Donc voici il y a de plus en plus, en fait, c'est un graphe qui montre les flots de gaz moléculaires. En fait, il y a un nombre croissant de noyaux actifs de galaxies dans lequel on observe à la fois en rayons X ces ultra-phase outflows et aussi en millimétrique et en submillimétrique des flots de gaz moléculaires qui sont observés avec ALMA et IRAM. Et on voit qu'il y a une très bonne correspondance entre le taux de masse des flots de gaz moléculaires, ici, en fonction de la luminosité des AGN. Vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux. Donc il semble y avoir un lien entre ces deux phénomènes qui ne sont pas du tout à des échelles spatiales, sont à des échelles spatiales extrêmement différentes. Vous avez du milliparsec au kiloparsec. Ici, c'est un petit schéma qui montre justement toutes ces échelles spatiales entre les phénomènes d'alimentation du trou noir. Et là, je vais m'intéresser plus aux phénomènes de feedback, donc de rétroaction. Ici, vous avez les échelles qui sont en fait le micro, c'est les milliparsecs, donc vraiment très proches du trou noir, jusqu'au parsec. C'est là qu'on observe les ultra-phase outflow et aussi la partie la plus interne du disque du jet, des radios-G, pour les objets qui émettent en radio. Au fur et à mesure où vous éloignez, ici, vous avez ce qu'on appelle le méso du parsec au kiloparsec, c'est là où on voit les flots moléculaires aussi. Et à plus grande, là, vous avez carrément les bulles d'AGN que vous avez peut-être vues dans d'autres séminaires, avec des chocs et des turbulences. Donc là, vous avez vraiment des kiloparsecs au mégaparsec. Donc vous voyez qu'il y a 9 ordres de grandeur entre ces échelles spatiales. Ce qui montre quand même qu'entre un trou noir avec un rayon d'attractivité beaucoup plus très faible par rapport à sa galaxie haute, il y a vraiment des phénomènes qui se font sur des échelles de grandeur de 9 ordres de grandeur, ce qui est colossal. Donc ça montre vraiment ces effets de rétroaction et d'alimentation entre le trou noir et sa galaxie haute, et voire même au-delà. Donc ici, c'est un objet qu'on appelle PDS 456 et qui pourrait peut-être permettre de comprendre la connexion entre les ultra-fast outflows, donc ces vents relativistes qui viennent des régions internes du disque,
et les éruptions qu'on observe en rayons X. Alors, PDS 456, il est très intéressant parce que c'est l'AGN le plus lumineux dans notre univers proche, en rayons X, avec une luminosité bolométrique, du radio jusqu'au rayon gamma, qui va de 10 puissance 47 erg par seconde. C'est dans le domaine le plus élevé que je vous ai montré tout à l'heure pour définir un AGN. C'est vraiment dans la limite la limite grande, en fait, des luminosités pour les noyaux actifs de galaxies. Également, son trou noir est hypermassif, il est de l'ordre de 1 milliard de masses solaires, et en plus, il montre de fréquentes éruptions en rayons X. Et comme je vous l'ai montré, donc ça, c'est cet objet-là, PDS 456, dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est réabsorption du fer 25 et fer 26, donc très ionisé, qui montre qu'il y a une vitesse d'éjection de l'ordre de 10% de la vitesse de la lumière dans cet objet. Donc, en fait, on a regardé cet objet-là avec une courbe de lumière avec le satellite SWIFT, qui permet, avec des petites durées d'observation, d'obtenir des courbes de lumière, en fait, des noyaux actifs de galaxies en les regardant à des fréquences assez fréquentes, en fait, pour regarder les courbes de lumière. Donc ici, vous avez en 2017, 2018 et 2019, et vous voyez qu'en 2018, il y a vraiment une augmentation du flux de la source extrêmement importante qui a augmenté en fait sur une échelle de à peu près 5 jours d'un facteur 4, et ce qui permet de montrer que cette région où est émise cette variabilité est de l'ordre inférieur à 30 rayons gravitationnels pour la source. Donc c'est une région extrêmement compacte où se fait cette éruption très importante. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que la luminosité en rayons X, quand on l'intègre sur toute cette éruption, elle est de 2 10 puissance 51 erg. Ce qui est colossal, ce qui correspond à peu près à ce qu'on observe dans les supernovas, et aussi dans des gamma-ray bursts de faible intensité. Mais vous voyez que durant cette éruption d'un objet qui est lumineux mais à gène proche, on a vraiment une éruption extrêmement énergétique. De plus, on a vu qu'il n'y avait, puisque Swift permet aussi de regarder simultanément en optique et en UV, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune variabilité en UV et en optique. Donc la variabilité, elle vient vraiment des rayons X, uniquement des rayons X, et donc provient uniquement de la couronne chaude de cet objet. Donc vous voyez ici, durant la montée, la variation provient donc de la couronne chaude, où il y a eu injection d'énergie et ensuite refroidissement de la couronne. Et en pointillé, ici, difficile peut-être à voir, mais ici en pointillé, ça correspond à des observations que nous avons faites avec les satellites XMM Newton et NuSTAR, dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on a pu observer, grâce à ces deux satellites, qui permettent d'avoir les spectres avec de très bons signaux sur bruit des objets astrophysiques. Et on a observé, en fait, cet objet au moment du déclin de la luminosité, c'est-à-dire à peu près 1 à 3 jours après le pic de l'éruption. Et durant l'analyse spectrale, on a eu une surprise, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun UFO détecté, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune réabsorption ici. C'était complètement plat. Et on s'est posé la question, est-ce que lors de l'éruption, l'UFO est absent? Est-ce qu'il a complètement été... Enfin, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de matière, en fait. Ou alors, est-ce qu'il était venu non détectable? Alors, ce qu'on appelle non détectable, c'est que c'est complètement ionisé. Je vous ai parlé tout à l'heure il y avait le fer 25 et fer 26. Il y avait 2 électrons qui restaient sur les 26 et 1 électron qui restait sur les 26. Durant l'éruption, avec les photons, ont complètement ionisé la matière, ce qui fait qu'il n'est même plus en capacité d'absorber sur la ligne de visée et devient détectable. Donc, il y a ces deux hypothèses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé de nouveau, avec cet éclairage de cette observation, ce qu'on avait observé précédemment sur cet objet dans le passé. Et on a revu donc des observations qui étaient faites avec le satellite Suzaku, un satellite japonais qui n'est plus actif actuellement, mais qui a énormément aidé aussi pour la détection des UFOs et notamment la détection aussi des UFOs. Donc si vous avez la courbe de lumière avant, vous avez une augmentation du flux d'un facteur 3 en 14 heures, malheureusement dû à l'effet de
le scheduling, ce qui arrive parfois quand on observe avec des missions spatiales, il y a eu une interruption, au mauvais moment, je dirais, de l'observation avec ce satellite durant 5 jours. Et ensuite, quand on a repris les observations, vous voyez qu'en fait, l'éruption était terminée. Donc on ne sait pas jusqu'où est allée l'éruption et à quel moment elle est rediminuée, mais on a en fait donc l'éruption, en fait, la période après l'éruption. Ici, je vous ai remis en fait donc le pic qu'on avait vu en 2018. Ça, c'est le spectre. Vous voyez que c'est complètement plat. Ce que je vous disais qu'on n'observait plus du tout les absorptions du ray du fer 25 et 26. Et durant cette observation, on voit qu'ici, durant le flare, enfin l'éruption, on a très peu d'absorption. Et après l'éruption, on a de nouveau ces magnifiques raies en absorption qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que l'on s'éloigne du flare, de l'éruption. Donc il semble qu'il y ait un lien entre les ufos et la couronne chaude. Quel est en fait le déclencheur de ces ufos qui semble être lié en fait à la couronne chaude? Est-ce que c'est le flux de photons? Est-ce que c'est la matière éjectée durant ces éruptions? Donc ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est d'avoir des nouvelles observations de cet objet qui est vraiment extrêmement intéressant. Chaque fois qu'on le regarde, il y a des surprises. Alors ce qu'on voudrait, c'est le regarder donc, de façon spectrale et temporelle, donc de pouvoir regarder à différents temps avant l'éruption, pendant son augmentation, son déclin, et après, à quel moment se redéclenchent les ufos. Ça nous permettrait de comprendre le processus qui est à l'origine des ultra-fast outflows. Donc, dans un avenir un peu plus ou moins proche, il y a le lancement du satellite Athena, qui est un satellite de l'ESA, qui est ce qu'on appelle une mission large, L2. Alors, Athena, c'est un très joli nom qui veut dire Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, et qui a été sélectionné en 2014 pour l'univers chaud et énergétique, et son lancement est prévu en 2034. Les deux principaux objectifs sont de comprendre comment la matière ordinaire s'assemble dans les grandes structures de l'univers, là c'est plus les groupes et les amas de galaxies, mais également comment les trous noirs, et notamment les trous noirs supermassifs, croissent et influent sur leur environnement. C'est exactement ce que je vous ai montré depuis le début en fait, de cette conférence. Il y a deux grands instruments. Il y aura un imageur grand champ avec un très grand field of view. Je cherche le nom en français, mais... champ de vue, merci. J'ai perdu le mot en français, donc champ de vue. Et le spectromètre X-IFU, qui va permettre d'avoir une très bonne résolution spectrale en rayons X, notamment au-dessus de 6 kV. C'est la région qui nous intéresse le plus, puisque c'est là où il y a le ray du fer. Donc ici, ce sont des simulations donc du satellite qui va être pour le satellite Athena. Donc à sa très grande surface collectrice et sa grande résolution spectrale, on va pouvoir regarder des changements en fait du spectre sur des petites échelles de temps et donc de rayons gravitationnels autour du trou noir. Donc voir à quel moment se déclenchent les ufos et par rapport, par exemple, aux éruptions, etc. Donc c'est extrêmement important parce qu'il faut une grande surface collectrice de façon à pouvoir avoir un grand signal sur bruit sur des petites périodes de temps. Et comme ça, vous pouvez découper en fait l'évolution des ufos en fonction du temps et de regarder comment leurs propriétés varient en fonction du temps sur des petites échelles de temps par rapport au trou noir, toujours. Et on va pouvoir le faire jusqu'à des grands décalages cosmologiques de l'ordre de 4, bien au-delà de ce qu'on peut faire actuellement. Donc ici, toujours notre objet fétiche qui est PDS 456, on voit qu'en fait, vous avez c'est un temps de pause de 100 kilosecondes. En rayons X, on parle toujours en kilosecondes. C'est très perturbant pour les autres domaines de longueur d'onde, mais c'est toujours en kilosecondes, sachant qu'un rayon gravitationnel, c'est à peu près l'équivalent de 5 kilosecondes pour cet objet. Donc ici, vous avez qu'on a les simulations du fer 25 en absorption, fer 25 et fer 26, il y a deux vitesses, à 0,2 et à 0,24. Et vous voyez qu'on arrive à les différencier. On pourra vraiment voir un gradient de vitesse. Les gradients de vitesse, pour l'instant, on ne les observe pas parce qu'on n'a pas la résolution spectrale qui permet de les différencier. Pour l'instant, on a vraiment des signatures qui ne sont pas assez détaillées pour essayer de différencier tous les gradients de vitesse.
Et on voit qu'on a un très bon signal sur bruit qui va permettre vraiment de regarder sur des échelles de temps caractéristiques de cet objet qui sont très, très, très courtes. Ici, c'est un autre exemple d'un quasar à Z 2.6, donc là où il y a le pic d'activité des trous noirs supermassifs. Ici, c'est dans le domaine, c'est dans le référentiel observé. C'est pas corrigé du redshift, donc ça devrait être aussi observé vers 7 et 8 keV, kiloélectronvolts. Donc ne vous fiez pas à ça. C'est juste que ça, c'est le domaine observé puisque c'est redshifté. Et vous voyez que pour un trou noir, même un trou noir, un noyau actif de galaxie qui est à Z égale 2.6, vous allez avoir et là c'est 50 kilosecondes, vous allez avoir un très bon signal sur bruit et pouvoir déterminer les propriétés des ultra-fast outflows dans des objets qui sont extrêmement éloignés. Et là, on pourra le faire aussi jusqu'à Z égale 4. Donc vous voyez qu'en fait, tout ça va permettre de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe vraiment dans les régions les plus internes des noyaux actifs de galaxies. Donc maintenant, la troisième partie, maintenant je vous ai parlé des trous noirs, des AGN simples, c'est-à-dire qui sont célibataires, si je puis dire, et puis vous avez les trous noirs supermassifs binaires qui se forment durant la formation, durant la fusion de galaxies. Alors ici, vous avez une simulation de la fusion de deux galaxies spirales au début, puis au fur et à mesure du temps, jusqu'à fusion complète. Et l'échelle de temps est d'à peu près du milliard d'années entre le début et la fusion de la galaxie. Là, vous avez aussi une petite simulation montrant donc la fusion de deux galaxies. Et au fur et à mesure, vous avez bien sûr les galaxies hautes qui vont fusionner, mais il y a aussi les trous noirs supermassifs qui sont à leur centre, qui vont aussi rentrer en jeu dans la fusion des galaxies. Ici, vous avez NGC 6240, qui est à une distance assez proche de nous, seulement 102 mégaparsec. Ici, vous avez dans le visible, avec le Hubble Space Telescope, ici, vous avez un zoom de cette région centrale, vu en rayons X, avec le satellite Chandra. Alors le satellite Chandra, c'est un satellite qui a une très bonne résolution spatiale, de l'ordre de 0,5 à 1 arc-seconde. Donc c'est vraiment le satellite qui permet vraiment, quand on veut regarder des objets qui sont vraiment très proches les uns des autres et qui émettent en rayons X, il est vraiment extraordinaire. Donc vous voyez ici deux sources ponctuelles. Ici, vous avez un zoom. Et en fait, ce sont deux trous noirs supermassifs observés en rayons X, un au nord et un au sud, et qui sont séparés de 900 parsecs, ce qui correspond à peu près à, projeté sur le ciel, à seulement 1,8 arc-seconde. C'est très petit. Et une étude récente a montré qu'en fait, dans la zone sud, ça ne s'est pas observé en rayons X parce qu'on ne peut pas les différencier en rayons X parce qu'on n'a pas la résolution spatiale. Et dans un autre domaine optique, ils ont pu montrer qu'en fait, il y avait trois trous noirs. Il y en avait un ici et puis deux ici. Et les deux ici sont séparés de seulement 198 parsecs, ce qui est extrêmement petit, de 0,42 arc-seconde. Et d'autres récemment ont montré qu'en fait, la fusion des trous noirs devrait avoir lieu dans moins de 55 millions d'années. Alors ça peut paraître loin pour nous, bien sûr, mais en échelle astronomique, c'est extrêmement proche, parce qu'on a vu que durant la fusion des galaxies, c'était de l'ordre du milliard d'années. Donc 55 millions d'années, c'est très proche. Bon, évidemment, je pense que nous ne serons plus là pour le voir, mais ces trous noirs vont fusionner. Et au fur et à mesure que la fusion se fait, les trous noirs vont se rapprocher de plus en plus au niveau du parsec, puis du milliparsec, et vont spiraler et vont fusionner à la fin. Donc, à l'échelle de quelques milliparsecs, sur des objets qui sont extrêmement loin, vous n'avez pas la possibilité de les résoudre spatialement. C'est de l'ordre du micro-arc-seconde. Donc, ce qu'on en fait, c'est qu'on les détecte de façon indirecte grâce à la variabilité. Ici, vous avez un système vu de face. Vous avez les deux trous noirs ici. Vous avez ce qu'on appelle des mini-disques d'accrétion. Vous avez le disque circumbinaire, qu'on appelle le disque circumbinaire autour. Et vous avez aussi des flots d'accrétion qui se font ici, vous voyez, entre le disque circumbinaire et les mini-disques. Ici, alors là, c'est très perturbant, mais c'est quand c'est vu par la tranche. C'est-à-dire que vous voyez le système ici, là, vous le voyez de face, et ici, vous le voyez sur la tranche. Et dans PG 1302-102, il a été observé donc en lumière visible. Ici, c'est la magnitude en rayon visible en fonction du temps.
une sorte de courbe de lumière en sinusoïde, et qui a été donc avec une période de 5,2 années, et qui devrait correspondre en fait à deux trous noirs spiralants l'un autour de l'autre, l'un avec une masse de 10 puissance 9, masse solaire, donc 1 milliard de masses solaires, et l'autre beaucoup plus léger, si je peux dire, de 10 puissance 8. Et ce phénomène a été expliqué comme ce qu'on appelle l'amplification Doppler. Alors, l'amplification Doppler, ça vient quand un objet se déplace à des vitesses relativistes. Il y a les effets de relativité restreinte qui rentrent en jeu. Et vous avez ce qu'on appelle l'amplification Doppler, que j'aime bien appeler Doppler-Fizeau, parce qu'on oublie souvent Fizeau quand on parle de l'effet Doppler, mais Fizeau, c'est celui qui a quand même regardé cet effet. Doppler, c'était dans les ondes sonores, et Fizeau, c'était dans les ondes électromagnétiques. Donc j'aime bien le rappeler qu'en fait, c'est l'amplification Doppler-Fizeau relativiste, qui fait que la lumière apparente, c'est pour ça que je l'ai souligné apparente de l'objet, parce qu'elle est constante dans son référentiel, va augmenter quand l'objet se déplace vers nous et diminuer lorsqu'elle s'éloigne de nous. Ici, vous avez deux courbes de lumière modélisées, magnitude visible, pour l'objet qui a 10 puissance 8 masse solaire et l'autre de 10 puissance 9 masse solaire. Ici, vous avez amplification, parce qu'il s'approche vers nous, là, il s'éloigne, etc. Et vous voyez cette sinusoïde, de forme sinusoïdale, et ici, la même chose pour l'objet le plus massif. Ici, vous avez la courbe totale que l'on observe, ce qu'on va observer. Et ça a été fait en fait pour l'objet que je vous ai montré juste avant, qui avait une période de 5,2 ans et séparé de seulement 15 milliparsecs. Alors ici, vous pouvez vous demander pourquoi cet objet, qui est donc moins massif, on a une amplification beaucoup plus importante. C'est parce qu'en fait, il a été montré par des simulations hydrodynamiques que le moins massif accrétait beaucoup plus. À 10 à 20 fois plus que le trou noir beaucoup plus massif. Et donc, l'objet le moins massif est le plus lumineux. Il y en a vraiment des amplifications d'autant plus grandes. Et l'amplitude de la variabilité de l'objet, en fait, apparente avec l'amplification Doppler, elle est proportionnelle à la vitesse du système. Plus la vitesse du système va tourner vite l'un autour de l'autre, plus ça va être important, mais également par son inclinaison. Elle est proportionnelle à sinus de l'angle de l'inclinaison, ce qui veut dire qu'elle est maximale pour des systèmes vus par la tranche, qui sont vus vraiment quasiment par la tranche. Ici, vous avez deux courbes de lumière qui sont observées en rayons X de candidats de trous noirs supermassifs binaires, toujours le satellite Swift, qui permet d'avoir de très belles courbes de lumière des noyaux actifs de galaxies. Ici, vous avez Markarian 915, qui est une Seyfert 1.5, c'est-à-dire que ce n'est pas une Seyfert qui est vue par la tranche, de face ni par la tranche, mais un peu intermédiaire. Et vous voyez une sorte de courbe sinusoïdale avec une période qui est de 35, plus ou moins 2 mois, et ce qui correspond à une distance entre les deux trous noirs de seulement 5 milliparsecs, c'est-à-dire 1000 unités astronomiques. C'est extrêmement petit, et la vitesse de rotation de ces deux trous noirs, elle est extrêmement grande parce qu'elle est à 10% de la vitesse de la lumière. Donc vous voyez, deux objets qui sont en rotation l'un autour de l'autre avec extrêmement importantes, des vitesses extrêmement importantes. Par contre, on voit bien que, bien sûr, le niveau de confiance est à 3,7 sigma. Ce n'est pas extrêmement important. Mais il y a une sorte de... C'est pour ça qu'on appelle ça des candidats, parce que pour l'instant, on ne peut pas être sûr que c'est vraiment des binaires. Il semble que ce soit des binaires parce qu'on a une sorte de sinusoïde, mais pour l'instant, le niveau de confiance n'est pas assez élevé pour vraiment, définitivement, les appeler des trous noirs supermassifs binaires. Ici, vous avez un autre objet. Alors lui, il est vu carrément par la tranche. Et vous voyez aussi une autre sinusoïde. Alors sa période, elle est beaucoup plus courte. Elle est de 26,2 mois et avec des vitesses relatives entre les deux objets qui est de 0,06, ce qui est extrêmement important. Et également, le niveau de confiance n'est pas très bon. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de... Les barres d'erreur sont assez grandes et ce qui fait que c'est toujours des candidats. Le problème, en fait, de regarder, de suivre ces objets, en fait, avec une mission spatiale, c'est qu'il faut un très bon échantillonnage, regarder l'objet sur des fréquences extrêmement rapprochées, enfin sur des temps rapprochés, et ça sur plusieurs périodes d'orbite du système. Ce qui fait qu'on doit l'observer de façon très fréquente, et en plus sur de très grandes
échelle de temps, pour avoir plusieurs périodes et être vraiment consolidé en fait la détection de trous noirs supermassifs binaires. Il y a aussi une autre chose, c'est que là on le voit, on observe en rayons X, mais pour consolider en fait, ces résultats, il faudrait aussi regarder l'effet, ce qu'on observe en optique et en UV. On devrait aussi avoir ces variabilités. Et également, non seulement sur le continu, mais aussi sur les raies, dont l'énergie apparente devrait en fait varier en fonction du temps, en fonction de l'orbite des deux objets. Donc il y a tout ça à faire ensemble pour essayer de vraiment avoir plus que des candidats de trous noirs supermassifs binaires et être sûr qu'on observe bien ces trous noirs supermassifs binaires. Parce que comme je vous l'ai montré, à des échelles de milliparsec, on ne peut les observer que de façon indirecte, donc par variabilité. Donc il y a tout un enjeu qui se fait en ce moment pour essayer de regarder dans plusieurs longueurs d'onde, plusieurs effets, pour être sûr que ce n'est pas autre chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas un trou noir supermassif binaire. Donc, qui dit trou noir supermassif binaire, dit onde gravitationnelle aussi. Et c'est ça un des aspects extrêmement intéressants du sujet, c'est que le 14 septembre 2015, il y a eu la première détection directe d'ondes gravitationnelles d'objets stellaires, en fait, de trous noirs stellaires. Alors, on les appelle gravitational wave, là c'est l'année, le mois et la date, enfin le jour, donc le 14 septembre 2015. Donc comme ça, lorsque vous regarderez dans la littérature, vous comprendrez en fait pourquoi ils ont ces noms-là, c'est l'année, le mois et le jour. Et il y a eu cette fusion de deux trous noirs stellaires, dont les masses étaient à peu près similaires de 30 masses solaires, on replace sur des objets stellaires, et qui ont fusionné. Et il y a une éjection, en fait, à ce moment-là, il y a une création d'équivalent de 3 masses solaires d'ondes gravitationnelles. Donc ici, vous avez les ondes gravitationnelles quand les deux objets stellaires ont spiralé, et au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés, jusqu'à la fusion, et après ce qu'on appelle la relaxation. Donc ici, vous avez une petite animation très simplifiée de trous noirs qui spiralent autour. Et puis à un moment, ils vont tellement se rapprocher, ils vont être de plus en plus, les fréquences vont augmenter. Et hop, il y a la fusion des deux trous noirs supermassifs. Et ça a été fait avec des interféromètres au sol. Il y a 2 interféromètres qui composent ce qu'on appelle LIGO aux USA. Alors vous avez à chaque fois donc un interféromètre, c'est un interféromètre ici, avec des bras de 4 km. Et il y en a 2 qui sont séparés de 3000 km. Et vous en avez un autre aussi, Virgo, qui est, lui, en Italie, qui est situé en Italie, également avec des bras très très longs de 3 km. Et depuis cette première observation de deux trous noirs stellaires qui ont fusionné en septembre 2015, il y a eu d'autres observations qui ont été faites, de détection, et il y a plus de 90 événements. On ne s'attendait pas à autant. Et 90 événements en juste 3 runs d'observation. Et il y a plusieurs systèmes qui peuvent donc fusionner. Il y a deux trous noirs stellaires qui peuvent fusionner, comme ce qu'on avait observé en 2015. Il y a aussi un trou noir stellaire et une étoile à neutrons qui peuvent fusionner, et également 2 étoiles à neutrons. Donc vous voyez que... Et il y aura encore d'autres runs qui vont être faits dans vraiment l'avenir très très proche, en incluant aussi des interféromètres en Inde et au Japon, ce qui permet d'avoir une base encore plus grande, d'avoir encore une meilleure détection de ces objets, et on va les observer encore plus loin. Et ce qu'on aimerait aussi, nous, quand on regarde des trous noirs supermassifs, c'est observer les ondes gravitationnelles des objets, des trous noirs supermassifs binaires. Et ça, pour ça, il faut avoir des fréquences bien plus basses. On les observe avec des fréquences bien plus basses. Et ça, c'est ce qu'on appelle le satellite LISA, qui est le Laser Interferometer Space Antenna de l'ESA, qui est la 3e mission large de l'ESA. Il y a 3 satellites. Ah, c'est dommage le texte. Bon. Vous avez la Terre ici, le Soleil, et très schématiquement, vous avez en fait les 3 satellites ici, qui sont reliés non pas physiquement, mais par des faisceaux laser pour communiquer les uns avec les autres. Et la formation, elle a un retard à peu près de 20 degrés, c'est-à-dire 50 millions de kilomètres. Mais le triangle, là, il est composé de 2,5 millions de kilomètres de côté. Là, on rentre dans des échelles
astronomique pour regarder donc à plus basse fréquence. Et le lancement de LISA est prévu en 2037. Ici, vous avez ce qu'on appelle une vue stylisée de ce qu'on va observer avec la déformation, et les masses tests dans chacun. Il y en a 2 masses tests dans chacun des satellites, donc des 3. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est la mesure de la variation de distance de seulement 10 picomètres, sachant qu'un picomètre, c'est 10-12 mètres, sur des échelles avec des choses qui sont séparées de 1,5 million de kilomètres. Donc vous voyez le défi technologique que l'on est en train de réaliser grâce à cette mission de LISA pour les ondes gravitationnelles à beaucoup plus basse fréquence que ce qu'on observe sur Terre avec LIGO et Virgo. Alors, l'un des grands avantages des ondes gravitationnelles, c'est qu'on va pouvoir observer en fait ces trous noirs binaires grâce aux ondes gravitationnelles jusqu'à des redshifts de l'ordre de 20. Là, tout à l'heure, on a parlé de 6,7, peut-être 10, etc., notamment avec le satellite Athéna. On pourra observer des AGN jusqu'à l'ordre de 10. Mais là, on ira jusqu'à 20, ce qui correspond à 200 millions d'années-lumière juste après le Big Bang. Donc vraiment au moment où se forment ces trous noirs supermassifs. Et la fusion de galaxies qui était aussi très importante. Et on va pouvoir faire des mesures de masse pour des trous noirs de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 7 masse solaire et leur moment cinétique avec 1% de précision. Parce qu'on ne peut pas faire actuellement, ou très rarement, avec les ondes électromagnétiques. Et l'avantage aussi des ondes électromagnétiques, des ondes gravitationnelles, c'est que même s'il n'y a pas de matière autour des trous noirs, les ondes gravitationnelles, elles, on va pouvoir l'observer. Donc, indépendamment de matière ou pas autour de ces objets, on va pouvoir observer ces ondes gravitationnelles. Pour les ondes électromagnétiques, qui dit ondes électromagnétiques dit matière. Il y a assez de matière pour qu'on puisse le voir. Donc, vous voyez tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, avec le satellite LISA. Ici, alors c'est une maquette que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ESA, qui met vraiment en parallèle ces 2 missions qui vont être lancées dans les années 2030. On va vraiment avoir un saut fantastique de connaissances dans les années 2030, grâce à ce qu'on appelle l'univers multimessager, dont Françoise vous a parlé. Donc ici, on aura les ondes électromagnétiques, les photons, notamment avec le satellite Athéna en rayons X, et les ondes gravitationnelles avec le satellite LISA. Et ces 2 missions, c'est pour regarder le milieu extrême, et chacune vraiment est reliée à l'histoire des trous noirs supermassifs. Donc on va pouvoir, grâce à ces 2 satellites et à leur synergie, comprendre énormément de choses quant à la formation des trous noirs supermassifs, leurs galaxies hautes, et aussi leur histoire en fonction du temps en fait, de ces objets. Donc on a vraiment tout un pan de l'astrophysique multimessager qui va vraiment être en plein, je dirais, pour les trous noirs supermassifs, extrêmement important dans les années 2030. Pour les trous noirs stellaires, c'est déjà le cas puisqu'on a déjà Virgo et LIGO actuellement. Mais pour les trous noirs supermassifs stellaires, on va faire dans les années 2030. Alors évidemment, ça peut paraître loin, mais autant vous dire que l'on travaille d'arrache-pied pour préparer toute cette préparation scientifique, non seulement évidemment les instruments, les logiciels, etc., mais toute la préparation scientifique de ces satellites. Il y a toute une préparation scientifique qui est extrêmement intense en ce moment sur ces 2-là. Donc maintenant, je vais terminer avec un petit résumé en fait, de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc les trous noirs supermassifs ont vraiment un rôle central au sens propre comme au sens figuré dans l'histoire de notre univers, pour l'évolution des galaxies et donc plus largement pour notre univers. Il y a un lien très étroit entre les trous noirs supermassifs et le bulbe de leur galaxie haute. Les AGN émettent des quantités phénoménales d'énergie par rapport à leur galaxie haute. Donc c'est la matière qui est attirée via un disque d'accrétion qui est extrêmement efficace pour convertir de la matière en énergie. Et ça inclut aussi, comme je vous l'ai montré, une couronne chaude. Il y a des phénomènes de rétroaction entre l'alimentation du trou noir, mais le trou noir qui, lui, va éjecter de la matière sous forme de jet dans 10% des noyaux actifs de galaxies, mais aussi des vents relativistes qui semblent être une composante très commune des noyaux actifs de galaxies qui soient proches et aussi plus lointains. Le trou noir, le moment cinétique, lui, est une signature de comment ont évolué les trous noirs par fusion de galaxies, mais aussi leur mode d'accrétion. Il vous indique comment se sont faits les modes d'accrétion, sous forme continue ou chaotique.
Et lors de la fusion de galaxies, des fusions de galaxies, vous avez aussi la fusion des trous noirs supermassifs en leur centre, avec les ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles. Je vous ai montré les deux grandes missions de l'ESA, Athéna et LISA, et c'est vraiment le grand, je dirais pour l'astrophysique multimessager des trous noirs supermassifs, les années 2030 et la préparation qui se fait bien sûr en ce moment, va vraiment bouleverser nos connaissances sur l'évolution des trous noirs supermassifs, des galaxies et de notre univers plus généralement. Voilà, je vous remercie pour votre patience.